Bienvenue à Voix de l'innovation, une émission podcast de Équité où nous explorons les idées qui façonnent les passionnés du développement logiciel sur mesure. Je suis Romain Rosvik et aujourd'hui nous allons rencontrer des personnes extraordinaires dont leur passion a transformé leur manière de travailler et d'innover. C'est Ludo pour Équité. Super. Quelle intro, c'est ton premier clap? C'est mon premier clap. C'est vrai? Ouais, bah ouais. Ah la Je suis vache. assez ému. Ah bah dis donc. C'est beau. C'est beau. Nous sommes avec Ludo. Si vous ne le connaissez pas, c'est aussi un podcasteur et il fait ce qu'il a fait, l'Estimatech. L'Estamitech. L'Estimatech. Bon alors. Il a le t-shirt brandé. Nous on a fait l'effort t-shirt Équité, mais Ludo a son magnifique J'ai t-shirt. le droit de faire des blagues, ça va. Oh, plus les jeunes. Non, alors, on est en direct et en édition spéciale au Devlil 2025 et au programme de cet épisode, nous allons parler des conférences que Ludo a vues, de 3 conférences après. Et nous allons enchaîner sur le talk, le speak de Julien, et qu'il l'a fait ici sur scène. Et forcément, j'en ai fait une petite. Et je vais aussi vous donner un peu mes impressions et comment j'ai ressenti les choses. Et on fera peut-être aussi des comparaisons avec le DevOps. Parce que Pourquoi pas, ouais. c'est un truc qu'on peut aussi préparer et transmettre. Et peut-être donner aussi l'envie à des gens de faire des talks aussi au Devlil. Et on terminera par un bilan, ou en tout cas nos impressions sur le Devlil et cette saison 2025. Messieurs, on est parti? Parfait. Yes. Yes. Ludo, je te laisse la main. Quelle est en tout cas ta première impression sur les conférences? Mais alors, d'un point de vue général, est-ce que tu en as vu beaucoup? Ouais, j'en ai vu pas mal. Au-delà d'aller dans la précision, c'est quoi ton impression là? C'est ton ressenti. Bah en fait, à 17h30, j'anime une petite clôture du Devlil. Donc je me suis donné pour mission, pour une fois, d'habitude j'essaye de vraiment passer du temps sur les stands et tout. Mais là, je me suis vraiment donné pour mission d'aller voir les confs, de me faire un avis sur les tendances du moment. Et c'est pour ça, j'en ai vu beaucoup là. J'en suis à une dizaine de conférences pas. Donc moi il y en a 3 que j'ai particulièrement appréciées. Ouais. La première que j'ai vue qui parlait de est-ce que le monde médical doit avoir peur du cloud. C'était vachement bien parce que c'était quelqu'un du produit, du monde médical. Moi c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Mon épouse est médecin, travaille en hôpital et tout ça. Ah mais Et c'était déjà c'est une speakeuse issue du tremplin de ce que j'ai compris. tout à fait. Super speakeuse. Son talk était hyper clair. Ça mettait vraiment en situation et ça expliquait vraiment le quotidien des médecins. Ça parlait beaucoup du quotidien des médecins et de la complexité de recueillir quand on a de la recherche à faire dans le monde médical, recueillir le consentement des patients, c'est hyper compliqué, et expliquer, c'est hyper compliqué. Voilà, donc elle parle de toute cette démarche, de comment on fait de la recherche, comment on est en légalité avec tout ça, pourquoi est-ce que vraiment il y a beaucoup plus de problèmes dans les hôpitaux que dans le cloud. Oui. Elle expliquait que non, c'est juste qu'on parle beaucoup plus des piratages d'un hôpital, mais en proportion, il n'y a pas plus de piratage dans les hôpitaux qu'ailleurs. Donc c'était hyper intéressant de remettre tout ça en perspective. J'ai adoré ça plus. Et ouais, je rebondis sur ce que tu dis et ce que tu synthétises. Donc j'ai eu en interview et je vais poser une question un peu plus précise. Et elle m'expliquait que il n'y a pas plus d'utiliser le piratage dans les hôpitaux ou quoi que ce soit. Et qu'en fait, parce que, in fine, le hacker, il ne sait pas où il va. On ne sait pas sur quoi il va attaquer. Et donc, en fait, les informations qu'il prend, c'est exactement la même chose que si c'était un compte dans un retailer. C'est seulement après qu'on se dit un hôpital ou tel organisme a été attaqué et que il y a un syndrome de peur qui vient de tout le monde. Et, je vous l'avoue, on va pas cracher dans la soupe, un relais médiatique pour dire qu'il y a un petit problème par rapport à ça et de sécurisation. Mais en fait, les données, proprement dit, ce que les hackers veulent, et que tu aies un cancer ou que tu aies une autre maladie, les gens s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est l'identité, le numéro de sécu, parce qu'en fait, tu peux faire du transfert d'argent. Grosso modo, tout tourne autour de la monnaie. Mais l'impact est tellement différent qu'un site de retailer soit indisponible. Bon, c'est une chose, tu peux te déplacer en magasin pour aller acheter ta perceuse, quoi. Par contre, que quand tu ailles aux urgences, ils soient en incapacité à te prescrire des médicaments, c'est quand même, on n'est pas dans le même univers, quoi. La seule chose qu'elle précisait aussi, c'était sur les personnes connues.
des données qui sont prises sur un hôpital d'une personne connue, ouais, Tu fais chanter certainement à l'identité. Et là, on rentre dans un autre domaine, c'est le chantage, dimension, et ça commence à devenir très compliqué. Donc, elle m'expliquait ça, c'était assez intéressant comme démarche. C'est un profil un peu comme Benouz. Elle est de la même souche. Enfin, Denise, c'est pour t'expliquer. C'est notre data scientist qui gère et qui fait l'intelligence artificielle d'une autre société que j'ai créée qui s'appelle Argios. Et en fait, elle a plus ou moins les mêmes vocabulaires, le même protocole scientifique. On sent que c'est des têtes dures. Et moi, j'aime bien ce type de personnes. Ouais, elle est vraiment super. Vas-y, je te laisse enchaîner. Ouais, alors une deuxième conf que j'ai beaucoup aimé, c'était quel est l'avenir du développeur ou de la développeuse. Alors, le premier truc qui était hyper intéressant, c'est que c'est l'une des seules conférences que j'ai vues où la salle était blindée. Ils ont dû fermer la porte, plus de place, amphi plein, voilà. Un sujet qui intéresse du monde. Exactement. Donc, premier réflexe, c'est de se dire, les gens sont intrigués par l'avenir de notre métier. Très juste. Donc ça, il y avait un premier constat de l'audience est intriguée. Le deuxième constat, c'est il fait une présentation sur évidemment le marché. Il y a moins d'offres qu'aujourd'hui. On est passé d'un marché de pénurie à un marché saturé hyper vite. Donc en fait, on découvre un petit peu l'univers. Pourtant, on continue à former énormément parce qu'il y a une latence dans la formation. Donc c'est plein de gens qui arrivent. Aujourd'hui, il y a 800 000 développeurs en France. Et lui, sa prédiction, c'est qu'il n'y a pas besoin de 800 000 développeurs en France. Ok. Et donc, il a essayé de classer les professionnels par catégorie, avec les passionnés, ceux qui font ça plus pour de l'alimentaire, etc. En disant, il n'y a qu'une seule des catégories qui va sûrement rester, quoi. Il faut sortir du lot, il faut se donner une visibilité, il faut participer à des meet-ups, il faut créer du réseau professionnel, il faut aller en conférence. Tout ça pour se démarquer et se donner de la légitimité dans un métier qui est en tension. Voilà, Ah ouais. Il expliquait vraiment tout ça, il avait vraiment une vision assez critique du métier. Et en fait, sa conférence a fini assez vite, elle a fini au bout de 30 minutes, et il se trouve qu'il y avait une telle tension et inquiétude dans la salle qu'il y a eu un bon quart d'heure de questions, et même il aurait pu y avoir plus de questions encore derrière, quoi. Ouais, il y a de quoi animer un débat complet Exactement. autour de ce sujet-là. Et Exactement. c'était quoi les questions là, qui t'ont marqué? Une question, par exemple, pour te donner une idée, c'était une personne a dit, est-ce que pour donner de la légitimité à notre métier, on ne devrait pas commencer à se syndicaliser? Oui. Tu vois, et en fait, Les syndicats existent aussi dans notre métier. mais il y a des syndicats dans notre métier, mais en fait, comme on n'a jamais eu besoin de les syndicats, actionner, c'est de les actionner, tu vois, parce que on était les rois, tu vois. Et ce qu'il expliquait aussi, c'est que les développeurs et développeuses étaient historiquement des personnes pas très agréables à recruter, parce que, mais déjà, c'était facile de trouver un autre job, on demande beaucoup d'argent. Moi, je te trouve très agréable. C'est très gentil. Tu m'as jamais vu au travail, c'est pour ça. Et c'est vrai, on a une réputation, quand on est vu par un patron d'entreprise qui a un besoin et qui a besoin de développeurs ou développeuses pour faire un produit, tu embauches souvent ce gens-là par contrainte et pas forcément par plaisir. Parce qu'on a toujours du retard, ça prend toujours des mois pour développer un produit, tu vois. Il y a toujours ce truc. Et évidemment qu'il a été obligé de parler d'IA aussi, où l'IA offre des perspectives de développement pour d'autres personnes que les professionnels du dev. Et tout ça lié fait qu'on doit prendre nos marques, on doit être vraiment des experts de notre domaine pour affirmer notre légitimité dans notre métier. Et ça posait toutes ces questions de savoir comment on gère les juniors, comment on les forme, comment on éduque. Alors je sais qu'il y a aussi une conférence là où je pourrais pas aller, mais qui est comment aujourd'hui à l'ère de l'IA générative, on va enseigner l'informatique. C'est cet après-midi là, la conférence. Et c'est des vraies questions qui sont en train vraiment en 2 ans là de transformer notre métier, quoi. Mince. Après, je vais être un petit peu dur, voire sévère, mais je reviens sur un des fondamentaux et du basique de quelle que soit l'entreprise et quel que soit le secteur d'activité. Est-ce que si tu prends pas soin du secteur d'un point de vue humain, les gens ils vont se barrer, ils ne viendront pas, c'est sûr. Et quand tu les surpayes par rapport à la productivité, C'est pas ça. c'est pas ça non plus. Bien sûr.
Ouais, mais Et c'est peut-être juste une balance qui est en train de se rééquilibrer. Alors, actionner des syndicats, ok, je l'entends, mais on n'est pas en train de partir de l'autre côté du monde. Alors, la peur de la perte d'emploi, ça je l'entends. La peur de l'IA, ok, ça je l'entends aussi parce que c'est un symptôme qui se transcrit de plus en plus et ça touche pas que les développeuses ou les développeurs, hein, ça touche aussi d'autres corps de métier. Ceux que j'écoute généralement, c'est les RH qui ont un cœur énorme de l'IA, surtout pour générer les baisses d'offres d'emploi, le machin, ce genre de choses. Et donc, ce que je veux dire, c'est que là, on rentre dans la normalité. je ne sais pas si c'est une normalité, mais en tout cas, on rééquilibre. Bien sûr, mais ça fait 20 ans qu'on vit dans un certain confort. Et, Ouais, hein. ben oui, bien sûr. Et c'est cette transition qu'il faut apprendre à gérer. Tu vois Ouais, je vois, mais en fait, alors est-ce que ça a lieu d'être dans une conférence, d'expliquer ça, parce qu'en fait, il s'est basé sur quoi Alors, il s'est basé sur plusieurs choses. Il s'est basé sur... il a pris les chiffres d'Indeed, qui est le plus gros site de recrutement aux États-Unis, et il a monté le nombre d'offres d'emploi sur Indeed. Et on était aujourd'hui plus bas que la période Covid aux États-Unis. Ouais, ok. La deuxième chose, c'est il s'est basé sur un deuxième truc qui sont les prix moyens à poste équivalent des salaires à l'embauche, qui ont perdu grosso merdo en 2 ans, ce qui est énorme, 20% sur chaque poste. Ça, et les deux choses veulent dire, bon ben en fait il y a moins de besoins, j'ai moins besoin de te payer cher à l'embauche, évidemment. Et ce sont 2 critères qu'il a pris, on dit factuellement en 2025, il y a moins besoin de développeurs ou de développeuses, et c'est comme ça. Après, il y a eu aussi une aberration, parce que moi j'ai des souvenirs il y a 3 ans, 4 ans, où ceux qui sortaient d'école avaient des salaires d'embauche à 37-40K. Faut bien se rendre compte que c'est quand même des salaires ultra élevés, quoi. Hein. Ouais. Allez demander combien gagne une infirmière, combien gagne... Là, tu vois, je travaille dans une petite structure avec plein de corps de métiers différents. On a des gens qui font du support, du montage à l'atelier, ce genre de choses. Donc sur 30 personnes, on a des salaires hyper différents. Et c'est vrai que c'était hyper dur à justifier dans l'entreprise d'embaucher un jeune développeur sorti d'école à 40K. Bah oui. C'était une période pas compliquée. Et là, on arrive sur des clivages totaux, parce que je vois bien, moi, je me mets à la place d'une personne qui a 35 ans d'expérience dans son domaine et qui frise les 45 ans. C'est que ça crée réellement un clivage dans les entreprises. C'est assez... Notre métier a toujours été un peu particulier sur ces aspects-là. Hein. Parce que c'est difficile de mettre un chiffre sur la valeur qu'apporte un développeur quand il écrit une ligne de code. Cette ligne de code, en fait, c'est elle qui va permettre de produire de la valeur pendant peut-être plusieurs années. Ou bien, justement, c'est ces lignes buggées, contribuer à produire moins de valeur que prévu. Et ça, c'est un exercice compliqué. Mais la notion de la valeur de notre métier a toujours été un truc sur lequel on a toujours un peu rechigné. Ouais. Et en vrai, moi, ça fait là, depuis le Covid, on travaille énormément là-dessus dans ma boîte pour dire à quel point est-ce que le temps qu'on a passé à développer quelque chose a vraiment rapporté de l'argent à l'entreprise. Et apprendre à le mesurer, je pense, à un impondérable d'aujourd'hui. Trouver le ROI, en fait, sur le développement d'une fonctionnalité. Est-ce que ce truc qui a coûté 20 000 € sert à quelque chose? Et des fois, il y a de la fierté qui rentre en jeu, il y a de l'ego, il y a... parce que c'était mon idée. Il y a de l'humain, là, monsieur. Il y a de l'humain, bien sûr. Et pourtant, c'est hyper essentiel, de factualiser le ROI permanent de notre production. C'est des orientations de pilotage. Hein. Ouais. Mais pourtant, moi, je suis développeur, à la base. Oui. Mais maintenant, avoir le réflexe de me dire est-ce que ce que je fais est vraiment utile ou a une valeur, parce que c'est encore 2 choses différentes. Ouais. C'est utile ou les gens sont prêts à payer pour ce truc, c'est 2 choses qu'il faut vraiment appréhender. Bon, en tout cas, débat pas terminé. Débat pas terminé, pas prêt d'être terminé. Il n'est pas prêt d'être terminé. Et pour enchaîner, je voulais vous parler de la keynote de ce matin, fait par Julien Vidal, qui parlait des 2030 glorieuses. Alors les 2030 glorieuses, c'est pour vous faire un résumé, il arrive sur scène, il dit « Salut, je suis écologiste ». Et ça vous fait penser à quoi ou qu'est-ce que ça exprime en vous? Et donc les gens disent dans la salle « anxiété ».
pénibilité. Du négatif. Du négatif. Voilà, un sentiment négatif. Parce que l'écologie, il y a un espèce de truc de... Alors pour moi, un écologiste, c'est quelqu'un qui sait quantifier l'énergie. Ouais, Pour moi, un écologiste, c'est ça. bah, il y a la personne un petit peu moralisatrice aussi. Tu vois, il y a ce côté oui, d'accord. moralisateur. Ok. Et qui explique... Donneur de leçons. Donneur de leçons. Et puis ce truc aussi un petit peu binaire de ce que tu fais c'est bien, ce que tu fais c'est pas bien. Tu vois. Et en fait, toute sa keynote était articulée autour du fait que lui, il a constaté ça assez vite. Et il a travaillé toutes ces dernières années avec un podcast qui s'appelle donc les Glorieuses 2030, je crois, 2030 Glorieuses, a invité plein de gens en leur disant « Aujourd'hui, tu as ta vie. Qu'est-ce qui fait, à ton avis, qu'en 2030, tu serais heureux ?» Et revenir à des choses vraiment hyper positives sur le fait d'être heureux et sur son rapport aux autres, son rapport aux gens, son rapport à l'argent, son rapport aux biens de consommation, son rapport à son téléphone, son rapport aux réseaux sociaux. Ouais. Relativiser tout ça et dire en fait ta vraie définition de être heureux est peut-être éloignée de tous ces objets-là, peut-être, et il essaye de créer comme ça un imaginaire qui soit hyper positif et qui montre que en fait si tu réfléchis bien tu seras heureux avec des besoins qui sont différents et qui respectent un petit peu plus les limites planétaires. Donc sa keynote, elle était vraiment dans ce truc assez positif qui faisait pas mal de bien à écouter. Et je voulais aussi dire que je remercierais c'est Fanny, je crois, qui trouve les keynoteurs. Oui, c'est Fanny, oui. Qui sont pas des gens de la tech. Oui. Et Fanny, elle a ce courage aussi de dire, je sais que je vais mettre des gens sur scène devant un public qui ne va pas forcément apprécier ce qu'ils vont entendre, mais tant pis. Je prends ce risque-là parce que ce sont mes valeurs à moi. Et bravo Fanny d'avoir le courage de le faire et d'aller jusqu'au bout du truc, quoi. Voilà. J'entends. Et si on revient sur l'aspect un peu écologique, est-ce qu'il a parlé de souveraineté aussi, et au-delà du comportement que nous chacun peut avoir, il y a aussi la souveraineté qui en fait partie, qui fait partie de l'équation de l'écologie, où il a mis ça de côté dans le sens où il a voulu simplement il a vraiment démoraliser. Exactement. Ouais, c'est ça. Okay, il a voulu positiver la démarche. Ok, d'accord. C'était vraiment ça. Il ne nous force pas à faire des toilettes sèches ou à avoir un compost. Non, et aussi il nous dit, ce qui est important, c'est pas tant ce que vous faites aujourd'hui, ou en fait, il dit, votre pire ennemi, c'est la paralysie. Il dit, souvent, on a peur de mal faire, ou on a peur d'être jugé pour une action, et il dit, mais en fait, que votre action, elle soit pas parfaite, mais on s'en fout. Ce qui est hyper important, c'est le mouvement et la satisfaction que vous en retirez. Et c'est aussi ça qui voulait vous inspirer, tu vois. C'est pas de dire, il faut absolument manger végétarien et faire je sais pas quoi. Il faut éviter. Ne pas prendre l'avion. Ce qui est important, c'est votre premier geste et le bonheur que vous allez en ressentir et juste vous dire que vous vous rapprochez d'un idéal de vie qui vous rend plus heureux, quoi. Tu vois. Ok, il veut revenir sur un fondamental. Qui est, qu'est-ce qui vous rend heureux dans la vie et aller vers ce truc-là. Ok, bah moi, un cheval blanc, 1985, ça me va très bien. Ça. Avec ton armure et... Je parlais de Pinard. Ah, pardon. Ah bah, il faut avoir la ref. Ouais. Désolé. Ok, d'autres sujets que tu voulais exposer maintenant, comme on est lancé dans l'épisode? Bah écoute, non, moi je suis toujours fasciné par... on fera peut-être une petite conclusion sur le Devil. Sur le Devil. On fait ça après. On fait quoi, je vais enchaîner sur Julien. Oui. Alors, Julien, tu as fait ta TNF aujourd'hui. Oui, tout à l'heure, ce matin, ouais. Et j'ai entendu dire, tu as eu un petit... Un petit accident? Un petit couac. Alors, il y a eu un accident gravissime. La démo. Alors, la démo, ben voilà, tu sais. Alors, pour les plus vieux, en tout cas ceux qui ont la ref, tu as fait un effet Bonaldi? Oui, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Je peux refaire un peu l'histoire, donc effectivement. Allez, vas-y. J'avais un talk ce matin, ça s'est un petit peu fait à l'arrache, de manière un peu étrange, puisque au CFP j'ai été refusé. Et il y a eu un désistement et l'équipe d'Orga m'a demandé de venir combler en fait ce désistement et de présenter mon talk pour dépanner, ce que j'ai accepté avec grand plaisir bien entendu. Bon, après, il faut expliquer aussi qu'il y a un contexte.
t'es quelqu'un qui est connu, t'as écrit un livre, t'as été au Devox, et Devlil, c'est aussi pour amener de la diversité d'actrices et d'acteurs. Bien sûr. Et donc, c'est un peu chacun son tour, quoi. Ah oui, non, mais ça, bien sûr, ça fait partie aussi Ouais, ça fait de partie l'ADN du de la esprit. conférence. Et non, mais il n'y a pas de problème quand j'ai été refusé, j'en veux absolument pas. C'est normal que je sois refusé à des conférences. Si les personnes voient notre interview Oui, la bien sûr. première fois, ils diront quand ils sont sévères. C'est comme ça, ça fait partie du jeu. C'est tout à fait normal. Ouais. Donc en tout cas, moi, voilà, j'étais très content de pouvoir donner cette conférence que j'avais effectivement donnée à Devox. Donc elle était prête. Elle a déjà été donnée. Ouais. Donc aussi le côté intéressant pour l'équipe d'Orga, c'est que voilà, le sujet est déjà prêt. Donc moi, ça me met pas en difficulté de dépanner. Et puis ils savent que le sujet est déjà ok, quoi. Ouais. Donc voilà, on part de là. Moi, ce matin, je prépare ma démo. Forcément, mes slides, je les avais déjà retravaillés en mettant mes thèmes, etc. Ce matin, je prépare ma démo, j'exécute mes scripts et je vois qu'il y a un petit truc qui a changé. Un petit numéro de version qui a bougé. Et je me dis, ça pue. Ma démo, il y a un truc qui va péter. Tu savais qu'est-ce qui avait changé ou pas? Ah oui, je l'ai vu en fait quand j'ai exécuté mon script de préparation, donc sans rentrer dans le détail, c'est un script qui prend des choses sur internet, qui les dépose à un endroit, ça fait un peu le setup de mon poste, et après je peux exécuter ma démo parce que tout est fait. Ok. Mais là effectivement il y a un numéro de version qui a changé, c'est de ma faute parce que j'ai pas bien géré, j'ai pas bien figé mes numéros de version, mais voilà. Julien Vito fait des erreurs. Comme tout le monde, on est humain. Et donc voilà, un numéro de version qui change, je me dis tiens ce truc là ça va péter ma démo. Ouais. Pas le temps d'aller creuser et de corriger. Je vais dans l'amphi, j'exécute, je commence à jouer ma conférence. Ça se passe super bien, le démarrage. J'étais hyper content, une magnifique salle, remplie aux 2/3 ou 3/4, c'est très dur à estimer, mais j'avais un beau public en face de moi. Le fan club Équité qui était présent au premier rang, ils ont levé les bras. Donc voilà, je démarre ma conférence à la cool, serein, ça se passe bien, on avance, j'accroche le public, j'ai des retours. On démarre, tout va bien. J'attaque ma première démo. Ma première démo, je savais qu'elle était bonne. Ça se passe bien. C'est chouette. Deuxième démo, ça se passe bien. C'est chouette. Troisième démo, je dis au public, attention. Ah, tu savais que c'est là que ça allait péter? J'ai un doute. Celle-ci, j'ai un doute. Il y a moyen que ça marche pas. J'appuie sur entrée. Je vois que ça prend un petit peu de temps et je me dis, d'habitude, quand ça prend un tout petit peu de temps à calculer, c'est que ça fait des trucs et c'est que ça marche. Et je me prends un message d'erreur. Mais c'est une erreur normale. Non, c'est Pas celle-là. erreur normale. Tous mes développeurs ils me disent c'est une erreur normale, Romain, t'inquiète pas. Donc, la démo qui échoue, c'est pas grave. Passe à autre chose. Et donc voilà, ça c'est le petit couac. Mais le sujet, c'est surtout moi, je savais que ça allait se passer. Donc, j'étais déjà prêt à cet événement-là. Je pense que toi aussi, sur tes expériences de speaker, et toi, Romain, t'as pas tendance à faire des démos, mais je pense qu'on est aussi prêt à cet effet-là et on anticipe un peu l'effet d'échec d'une démo et savoir réagir face à ce genre de choses. C'est terrible parce que, en fait, à chaque fois moi, j'estime qu'il y a des niveaux de complexité dans les présentations. Entre j'ai des slides, je déroule, j'explique quelque chose, et puis on peut se mettre en danger. Il y a des niveaux de mise en danger dans un tour. C'est exactement ça, faire des blagues, premier niveau de mise en danger. Et puis avoir une petite démo avec du code. C'est bien mon credo. Mais non, mais c'est vrai. C'est une vraie. Parce que des fois, juste tu peux pas. On n'a pas le même. Mais non, tu peux ne pas accrocher ton audience. C'est comme ça. C'est vachement dur, quoi. Tu rames. Et la démo, c'est la mise en danger, quoi. C'est ça. Et donc là, ma démo, j'ai essayé de la rattraper avec de l'humour. Bien. Non, mais ça s'est bien passé. Donc deuxième couac. ouais. Non, ça c'est. Non, parce que j'ai beaucoup joué sur l'autodérision. Bon, ça marche. Mais non, mais effectivement, ma démo qui échoue, mais c'est pas grave. On passe vite à autre chose. Les autres démos se passent bien. Et à la fin, j'ai réussi à en jouer et à m'en sortir. En définitive, le talk, moi, de mon point de vue, ça s'est quand même bien passé. D'accord. J'ai adapté quand même le contenu par rapport à Devox en allongeant un petit peu le contenu. À Devox, j'avais 30 minutes, ici 45. Donc j'ai rajouté un tout petit peu de contenu. J'ai aussi passé un petit peu plus de temps sur la partie explication au préalable parce que l'idée c'est que maximiser en fait l'ouverture et que
le plus de monde possible puisse comprendre, Oui. assister à la conf pour donc amener plus de vulgarisation entre guillemets que ce que j'avais fait auparavant à Devox où le truc je l'avais mis plutôt sur un niveau intermédiaire expert. Là l'idée c'était d'avoir quelque chose d'un peu plus ouvert. Et puis j'ai aussi ramené un peu plus d'humour et d'autodérision et à Devox j'avais fait quelque chose de très sérieux. Et là j'ai un peu plus joué avec le public. Ouais, J'ai pris un peu de plaisir aussi à faire ça. Tu joues à domicile. Oui, c'est aussi ça. Il y a ce côté. Je connaissais beaucoup de personnes dans la salle. Ah, voilà. Et donc, c'était aussi l'occasion de faire certaines références à des gens qui étaient présents, les appeler par leur prénom quand ils me posent une question. Et puis, Ah oui, carrément. Quand Loïc me pose une question, Ah, Loïc je dis, était là, d'accord. merci Loïc pour la question, merci de l'avoir posée, et puis je te réponds. Hein. Ouais, mais là, c'est ton côté professeur. Oui, voilà, mais c'est ça aussi. Mais ça fait aussi partie de ce côté un peu particulier, on en reparlera après, mais du Devil où on est à la maison et Oui, non. nous, en tant que vieux loup de mer, on commence à connaître les gens et à pouvoir avoir ce genre d'interaction aussi avec eux. Mais donc voilà, en tout cas, ça s'est bien passé. Le replay sera en ligne dans pas très longtemps. Si vous voulez voir la démo qui fonctionne, regardez le replay de Devox. Si vous voulez voir si vous voulez voir la version avec la démo qui échoue, mais avec le côté humoristique, regardez la version de Devil. Il ne fait pas 2 fois la même démo, Julien Vitouk. Ok. Bah, je vais me permettre d'enchaîner. Vas-y. Sur mon retour d'expérience en tant que speaker. Pour moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire, mais je le fais pas dans un monde de tech, parce que à la base, j'étais plutôt côté agile, et le faire sur le côté tech, c'est une découverte pour moi. Donc c'est les Bullshit IT Awards. L'origine de ce truc-là, c'est les Bullshit Agile Awards. Ma source d'inspiration reste Jean-Yves Dufour, où on avait discuté, on a échangé par rapport à plein de choses, et que à force de dire que ce que je vois sur le terrain et de tirer son côté humoristique, il m'a dit bah vas-y, fais-en en conf et fais comme une cérémonie. Allez vas-y, je me prends au jeu. Donc à la base c'était une blague. Et il y a des gens qui ont cru. Ben oui, à la base c'est une blague. Donc j'ai postulé au CFP de l'Agilil l'année dernière et j'ai été pris. Bon, mais comme on était sponsor, machin et tout ça, je fais donc pareil, je fais allez vas-y, je vais me transformer au niveau IT. Puis je sais que Julien il fait un truc, donc j'ai copié mon copain. Et encore une fois, c'est une blague. Ah bah, tout le monde l'a pris au sérieux. Et quand on m'a dit, ouais, Romain, tu vas au Devox, je fais, oh putain. Ah, c'était une bonne expérience, Devox. Ouais, carrément. En plus, une salle maillot, 200 personnes, stylé, machin. Enfin, franchement, c'est bien. La mise en situation est un peu compliquée là-bas parce que C'est plat. déjà, c'est plat. T'es vraiment en mode studio, hein, où tu vois pas la salle, t'as les projecteurs qui sont un peu éblouis, t'as ton timer qui est là. Ouais. Dès que tu dépasses à la seconde. Leur gars, elle est carré, hein, ça ne dépasse pas. Ils ont un. C'est vraiment très près. Mais bon, voilà, j'étais pas super. Enfin, j'étais à l'aise dans le sens parce que c'est ma nature, mais l'exercice était assez compliqué pour moi parce que ça reste une Devox. Le public n'est pas le même qu'ici. Et le public n'est pas le même. Parler après. Donc bon, voilà. Ce qui m'a fait plaisir, c'est le fait qu'on me dise à la fin, ouais, c'était cool, un peu rapide. Et qu'il y avait des gens qui attendaient quand même à la porte qu'ils n'ont pas pu rentrer. Donc je me dis que bon, l'un dans l'autre. J'ai réagi sur une façon où je vais améliorer les choses. Vous aurez d'ailleurs discuté avec Julien. Et là j'ai pris un grand kiff. Là je vous l'avoue, j'ai pris un grand kiff au Devlil, au Grand Théâtre. J'ai fait voter le public à chaque catégorie et bullshit. Donc j'ai les stats. C'est ça qui est cool. Vous étiez à peu près 500 personnes dans la salle. Et donc, énorme pour moi. J'ai vu des sourires, j'ai vu des rires, j'ai vu des ah ouais. Ah, ça, c'était sur mon congé. J'ai honte, mais oui, quand même. Tu vois. C'est vécu. Ce genre de choses. Non, grand plaisir. C'est plus impressionnant au Devlil parce que bon, déjà les salopio, ils laissent la salle allumée, donc tu vois. Tu vois la salle. Donc il faut quand même avoir un peu dans les reins pour assumer ça. Mais alors là, il était super, machin, ce genre de choses. Et puis en plus, il y avait les lancements, c'est fait. Rani, tu étais là aussi pour me lancer. Et tout ce que j'espère, c'est qu'on refasse un bullshit IT Awards l'année prochaine avec d'autres bullshit, parce que forcément, je vais en prendre encore plus.
On en génère tous les jours finalement. Et voilà. On est notre propre, on alimente notre propre taf. Et j'ai trouvé ça dans le train. Et toi, donc Ludo, toi, tu fais aussi, tu fais la fermeture, toi. Yes, je fais la fermeture. On verra tout à l'heure. J'y vais sans pression, honnêtement. Je l'ai préparé. J'ai une trame de discussion. J'ai fait un petit menu d'estaminet. En fait, voilà. On va essayer de déguster. Entrée, plat, dessert, Dijon ou pas? On verra. Petit café. Un petit café. Petit café, ouais, c'est bien. Canard. Bon. Mais d'ailleurs, il y a le Ch'tija qui nous sponsorise. Donc, c'est hyper sympa de leur part. Donc, on va quand même pouvoir boire un petit verre tous ensemble dans l'amphi en discutant. Et j'espère que ça nous mettra à l'aise. L'objectif, c'est que j'arrive à faire participer les gens dans l'assemblée un maximum. Et que moi, je parle, mais que ça soit que des sujets de lancement. Donc on verra, je vais peut-être flopper sur plein de trucs et tout. Il y a une grosse part d'improvisation dans ces clôtures. Et je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. T'as imaginé un rythme? Oui. Où tu te dis le sujet qui dure, il dure. Je vais essayer de timeboxer toute la première partie. Et la dernière partie sera consacrée à ce que les gens puissent donner leur coup de cœur, leurs awards sur les conférences qu'ils ont vues et qu'ils puissent en parler au micro et enregistrer ça. Donc j'espère que ça sera... Je vais essayer d'aller assez vite au début et pour laisser toute la fin sur tous les coups de cœur de conférences et que limite ça génère du débat sur certains trucs. Super, ok, super. En fait, c'est capté, ça sera sur YouTube. Ouais, j'espère. Je vous encourage à aller voir, on verra. Mais la chaîne aussi de au-delà de la captation, j'ai vraiment envie qu'on vive ce moment, quoi. Ouais. Oui, c'est plus ce truc-là qui ça va être participatif, ça va être sympa. C'est ça. Super. Puis voilà. Ouais. Et le Devlil, c'est ça. J'allais enchaîner sur le dernier chapitre de nos échanges, le Devlil 2025. En tant que sponsor aussi, parce que situe la communauté tech dans la globalité lilloise. Et c'était pas gagné cette année? Non. En plus, j'ai interviewé Gérard qui nous expliquait l'état des finances, du budget, la trésorerie, ce genre de choses. Donc, ils finissent en rouge. Et il explique qu'ils avaient fait un peu de poche avant et que de le rattraper après. Enfin, bref, voilà, il y a tout un établissement, un chaînage comptable qui a à faire. Donc oui, cette année, c'était très compliqué. Ils ont dû renoncer des petits cadeaux, des choses qui étaient ancrées. C'est tout. Et donc, ils font avec les moyens du bord. Et il y a aussi quelque chose qu'on avait échangé avec Darin, c'est le fait de renouveler un petit peu les choses, dans le sens où ils ont fait une fresque numérique, où ils ont amené des étudiants. Enfin, bref, voilà, ils sont ouverts vraiment sur cette partie-là. Et les idées, c'est pourquoi pas avoir des sponsors pour financer ce genre d'action, pour amener soit plus de monde, mais en tout cas les finances. Parce qu'il expliquait que les billets n'étaient pas super chers, c'était une volonté de leur part. Ouais. Parce que ça coûte une blinde, en fait, ici. Ça coûte très très cher. Grosso modo, pour partir de pile, c'est à peu près 200 €. Les tickets, tu l'as à 40, quoi. Donc il y a un vrai effort qui est fait en termes d'organisation et pour que tout ça existe. Parce que, désolé, mais moi j'ai trop kiffé d'être speaker au grand théâtre. Quand j'ai été pris, j'étais très content. Quand j'ai vu le grand théâtre, j'imaginais pas ce que c'était, quoi. Parce que, pour la petite histoire, ça je ne l'ai pas raconté, mais avec mon épouse, on était voir un spectacle de son entreprise, c'était là. Ah oui. C'était là, donc je me suis dit, mais non, c'est pas là, c'est pas possible. Mais si Romain, c'est ça. Il y a un autre collaborateur, pour pas le nommer Claude, il m'a dit, si, j'ai vu Carmen là-bas. Tu te rends pas compte de la chance, en fait, que tu arrives à tirer de ces expériences-là. Et donc, c'est pour ça que je prône la communauté lilloise sur l'aspect tech, par les Claude Mar aussi. T'en diras 2 mots après Julien. Merci. Mais voilà, c'est quelque chose, moi, qui me tient à cœur, parce que, je kiffe. Je fais un truc, ça s'appelle les podcasts, avec des belles personnes, comme vous deux. Tant d'autres, j'ai fait à peu près une quinzaine d'interviews en 2 jours. Donc très dense, avec le chef Jean-Luc qui était là. Bref, c'est que des moments sur lesquels tu te dis, je travaille pour mes clients, je travaille moi en tant qu'entrepreneur aussi pour mes loulous, mais je travaille aussi pour ma famille, faut pas le nier.
Et c'est un peu la pointe de l'épée, c'est l'accomplissement d'une année de travail où tu fais un peu de plaisir et je kiffe et je reviens l'année prochaine et toi. Voilà l'idée. Alors forcément, vous n'aurez pas beaucoup de débats au niveau des conférences parce que je copain, je suis ici. Chacun sait. Puis là, je te laisse rebondir. Moi j'ai vécu un DevLille cette année un peu similaire aux années précédentes, mais avec le bonus. Ouais. Donc mes DevLille à moi, je passe tellement de temps à discuter avec des gens que parfois je ne vois qu'au DevLille une fois par an. Je passe beaucoup de temps à discuter avec les gens et finalement j'ai pas trop le temps d'aller assister aux conférences. Et donc ça reste toujours pour moi un rendez-vous incontournable puisqu'on revoit, moi je revois tous mes potes et donc ça permet de prendre des nouvelles et de créer du lien avec ces gens-là. Ça permet de rencontrer aussi des nouvelles personnes qui viennent discuter avec nous parce que j'ai vu que votre boss vous faisiez ci, vous faisiez ça et donc voilà, on discute et on apprend aussi à connaître des nouvelles personnes. Et moi, cette édition, elle est un peu particulière, mais pour deux raisons. C'est que la première raison que tu évoquais par rapport au contexte économique et aux difficultés de l'organisation cette année à trouver des budgets, cette année, moi, je suis double sponsor, entre guillemets, avec Équité. Et aussi à titre freelance, je vais marquer le coup et soutenir cet événement auquel j'assiste depuis 7 ans, tous les ans. Et donc c'était aussi important pour moi d'apporter ma pierre à l'édifice, entre guillemets, voilà. Je voulais faire ce geste-là. Et aussi me retrouver à dépanner en tant que speaker et finalement participer activement au contenu proposé sur la conférence. C'est aussi une chance que j'ai eue à coup de bol, je sais pas, merci à la personne qui s'est désistée, on peut pas dire ça, mais voilà, c'est un hasard peut-être, je sais pas trop. Mais en tout cas, voilà, ça fait que pour moi, cette édition, elle est un peu particulière. Ouais. Et ça a été du kiff du jeudi matin on n'y est pas encore au vendredi soir, ça va être aussi du kiff. Mais effectivement, à chaque moment, j'ai été content d'être là. J'ai jamais été déçu par quoi que ce soit. Et j'aurais passé 2 journées incroyables avec plein de gens que j'apprécie. Et voilà, c'est... Et il y a une chose pour rebondir sur ce que tu disais, c'est que moi, le DevLille, il commence le mercredi. Oui. Là, je suis allé le mercredi 14h, on est ici, on monte les stands, des machins, ce genre de choses. Et puis, forcément, c'est plus ou moins, les fidèles sont là, on se fait des bisous, machin, alors qu'est-ce que t'as prévu, qu'est-ce que t'as monté, c'est quoi tes nouveautés, donc forcément, c'est tout couille, quoi. C'est un peu ça aussi, le comptabilitage de stand, fait partie du folklore. Ouais. De DevLille. Toi, Ludo, c'est quoi là, Moi, c'est cette session? C'est une des plus belles sessions, je sais pas pourquoi, mais j'ai particulièrement apprécié celle-là. Il y a une ambiance, il y a du monde. Ah oui, il y a du monde, ouais. On m'a dit qu'il y avait le même nombre que l'an dernier, mais je sais pas, j'ai une impression ils ont réorganisé les stands, il y a la circulation est plus homogène, j'ai l'impression. Il y a du monde un peu partout. Ok. 1500 personnes, c'est ça, hein? Ouais. Bon, ça dépend selon la police, tout ça, tu vois, mais entre 1300 et 1500, quoi. Ouais, c'est bien. C'est incroyable quand même. En fait, pour la petite histoire, je sais pas si vous savez, mais j'étais le président de l'association pour la première édition du DevLille. Ah non, je savais pas. Du DevFest, ouais. Donc, moi, je m'occupais du meet-up avant. Oui, et ça, puis, je savais. Manu et Fanny m'ont rejoint. Et puis un jour, ils ont dit, on va faire une conférence d'une journée. Et moi, je suis hyper prudent dans ma vie, dans tous mes choix et tout. Et ils m'ont quand même convaincu. On y va, on essaie, on fait une petite conf, on sera 300 personnes, tout ça. On était dans une petite école, petite amphi, tout ça. Petite conf, et aujourd'hui, au Grand Palais. je vois comment ils ont réussi à... J'ai eu un enfant, j'ai changé de boulot et tout, donc je me suis éloigné de tout ça. Et quand je vois l'énergie qu'ils ont, la positivité qu'ils ont, et ce truc avec Gérard ça peut pas foirer, et puis on verra bien, et c'est pas grave, et on va quand même marquer notre truc, et pousser notre truc, et on y croit, et on a envie que ça marche, et ils arrivent à ça, ils arrivent à réunir quand même, c'est foutu, 1500 personnes, avec des keynoteurs qui sont pas tech, qui vont leur parler d'écologie, de féminisme, avec un traiteur qui est tout consigné, tout végétarien, et les gens, ils jouent le jeu, et ils sont contents, et ils mangent avec leur petit couvert, on peut comparer à Devox, quoi. Mais Devox carrément. qui est la plus grosse, qui est la référence en France, où tu vas manger ton sandwich pas très bon et ton fruit. Où tu fais la queue pour avoir un café. Tu fais la queue. Alors que là, je suis désolé, c'est un autre niveau, quoi.
c'est un autre niveau. Donc Devoxx, il y a des trucs qui sont géniaux, il y a 10 tracks en parallèle, et tu peux voir des gens, 12 tracks en parallèle, et tu peux voir des gens venus de partout dans le monde, dans toutes les langues, et les meilleurs experts dans leur domaine. Et donc Devoxx, on ne peut pas leur enlever ça. Par contre, l'énergie de Manu, Fanny et Gérard, bah, on voit leurs pattes là, et on voit leurs pattes. À chaque fois qu'on fait un truc et qu'on avance quelque part, on voit leurs pattes, et bravo à eux, quoi. Donc ça, moi, je trouve qu'on l'a jamais vu autant encore. Et je suis juste admiratif. Ouais, mais carrément. Donc j'ai kiffé, j'admire, et vivement l'an prochain. Carrément. Bah, écoute, ce sera le mot de la fin. C'est toi qui veux Avec plaisir. C'est toi qui me l'as donné. Avec plaisir, merci. Merci à toi. Merci Romain. L'invitation de co-animer ce podcast. Bravo à tous les deux pour vos confs. Merci, c'est bon courage à toi. Et sur la fermeture, est-ce que c'est pas aussi un exercice facile de fermer un salon comme ça? On va saluer ça. Mais on va saluer. C'est gentil, merci à toi. Salut, ciao ciao. Merci d'avoir écouté Voix de l'innovation. Nous espérons que vous avez trouvé cette conversation inspirante. Suivez-nous sur vos plateformes de podcast préférées pour ne pas manquer nos prochaines émissions avec de nouvelles personnes passionnées de développement logiciel.